Chapitre 8. Les Mérovingiens. À son origine et à son terme, la race des Mérovingiens est médiocre et obscure. Ses plus reculés ancêtres, Mérovée, de qui elle reçut son nom, et Clodion, le premier, dit-on, des rois chevelus, titre caractéristique des rois francs, sont à peine des personnages historiques, et c'est sous la qualification de rois fainéants que les derniers Mérovingiens ont place dans l'histoire. Clovis seul, au milieu de ses vices et de ses crimes, a été assez grand et a fait d'assez grandes choses pour rester vivant à travers les siècles. La plupart de ses successeurs n'appartiennent qu'à la généalogie ou à la chronologie. Dans un moment d'abandon et de fatigue, l'empereur Napoléon disait « Que de peine à prendre pour avoir une demi-page dans l'histoire universelle ». Des histoires beaucoup plus limitées et plus modestes que l'histoire universelle ont non seulement le droit, mais le devoir de ne remettre en lumière que les hommes qui l'ont mérité par l'éminence de leur talent ou l'importance des résultats de leur passage. Il faut être rare pour avoir droit de n'être pas laissé dans l'oubli. Sauf deux ou trois noms un peu moins insignifiants ou moins odieux que les autres, les rois mérovingiens ne méritent que d'être oubliés. De l'an 511 à l'an 752, c'est-à-dire de la mort de Clovis à l'avènement des Carlovingiens, la dynastie des Mérovingiens a duré 241 ans. Pendant ce temps, 28 rois mérovingiens ont régné, ce qui réduit à 8 ans et 5 mois la durée moyenne des règnes. Courte durée comparativement à celle de la plupart des dynasties royales. 5 de ces rois, Clotaire Ier, Clotaire II, Dagobert Ier, Thierry IV et Childéric III ont seuls, à divers intervalles, réuni sous leur pouvoir tous les États possédés par Clovis ou par ses successeurs. Les autres rois de cette race n'ont régné que sur des royaumes spéciaux, formés en vertu de divers partages à la mort de leurs communs possesseurs. De l'an 511 à l'an 658, 5 de ces partages ont eu lieu. En 511, après la mort du grand Clovis, ces États furent divisés entre ses 4 fils. Théodoric, ou Thierry Ier, fut roi de Metz. Clodomir, roi d'Orléans. Childebert, roi de Paris. Clotaire Ier, roi de Soissons. À chacune de ces capitales étaient attachées des circonscriptions déterminées. En 558, à la suite de divers incidents naturels ou violemment amenés, Clotaire Ier finit par posséder seul pendant 3 ans tous les États de son père. À sa mort, en 561, ils furent de nouveau partagés entre ses 4 fils. Charibert fut roi de Paris, Gontran roi d'Orléans et de Bourgogne, Sigebert Ier roi de Metz, Chilperic roi de Soissons. En 567, Charibert roi de Paris étant mort sans enfant, un nouveau partage ne laissa plus subsister que 3 royaumes, l'Austrasie, la Neustrie et la Bourgogne. L'Austrasie, royaume de l'Est, s'étendait sur les 2 rives du Rhin et comprenait à côté de villes et de contrées romaines des populations restées germaniques. La Neustrie, royaume de l'Ouest, était essentiellement gallo-romaine, quoiqu'elle comprit au nord l'ancien territoire des Francs saliens sur les bords de l'Escaut. La Bourgogne était l'ancien royaume des Bourguignons, agrandi au nord de quelques comtés. Paris, la résidence de Clovis, était réservée et indivis entre les 3 rois, comme une sorte de ville neutre où ils ne pouvaient entrer que de leur consentement commun. En 613, de nouveaux incidents de famille mirent Clotaire II, fils de Chilperic et jusque-là roi de Soissons, en possession des 3 royaumes. Il les conserva réunis jusqu'en 628 et les transmit ainsi à son fils, Dagobert Ier, qui en resta possesseur jusqu'en 638. À sa mort, nouvelle division des États francs, non plus en 3 mais en 2 royaumes, l'Austrasie d'une part, la Neustrie et la Bourgogne de l'autre. Ce fut là la dislocation définitive du grand État franc, jusqu'à ces 2 derniers rois mérovingiens, Thierry IV et Childéric III, rois de nom seulement, tirés du cloître comme des fantômes du tombeau, pour jouer sur la scène un rôle immobile. Depuis longtemps déjà, le pouvoir réel
était aux mains de la vaillante famille austrasienne qui devait donner aux États de Clovis une dynastie nouvelle et un plus grand roi que Clovis. La Gaule méridionale, c'est-à-dire l'Aquitaine, la Vasconie, la Narbonnaise, dite la Septimanie, et les deux rives du Rhône, près de ses embouchures, n'étaient pas comprises dans ces partages des États francs. Chacun des copartageants s'attribuait, au sud de la Garonne et sur les côtes de la Méditerranée, dans cette belle région de l'ancienne Gaule romaine, tel ou tel district, telle ou telle ville, comme des héritiers se réservent chacun tel ou tel beau meuble, tel ou tel bijou précieux d'une riche succession qu'ils se partagent. La situation particulière de ces provinces éloignées des propres établissements des Francs contribua beaucoup à l'indépendance que la Gaule méridionale, surtout l'Aquitaine, travailla constamment et réussit partiellement à reconquérir au milieu de l'extension et des orageuses destinées de la monarchie franque. Vous comprenez aisément, mes enfants, combien ces partages répétés d'une grande succession si souvent rouverte, ces états changeant incessamment de limites et de maîtres, devaient ajouter d'anarchie à l'anarchie déjà si profonde du monde romain et du monde barbare, jetés pêle-mêle l'un dans l'autre, et en proie le monde romain à la désorganisation d'une mort lente, le monde barbare à la fermentation d'une vie nouvelle qui travaillait à se développer dans des conditions sociales tout autres que celles de sa vie primitive. Quelques historiens ont dit que, malgré ces continuels démembrements du grand État franc, une véritable unité avait toujours subsisté dans la monarchie franque et présidé au sort de ses peuples. C'est être singulièrement facile à contenter en fait d'unité politique et d'accord international. Entre ces divers États provenus d'un fonds commun et répartis entre les divers membres d'une même famille, les rivalités, les inimitiés, les machinations hostiles, les violences, les atrocités, les luttes, les guerres devinrent promptement aussi fréquentes, aussi sanglantes, aussi acharnées qu'elles ont jamais pu être dans les États et les souverains les plus étrangers les uns aux autres. Je n'en citerai en détail qu'un exemple qui ne se fit pas longtemps attendre. En 524, 13 ans à peine après la mort de Clovis et le partage de ses États entre ses 4 fils, le second de ses fils, Clodomir, roi d'Orléans, fut tué dans une guerre contre les Bourguignons, laissant 3 fils, héritiers naturels de son royaume, sauf à le partager aussi entre eux. La reine Clotilde, leur grand-mère, les gardait auprès d'elle à Paris. Leur oncle, Childebert, roi de Paris, voyant que sa mère portait toute son affection sur les fils de Clodomir, en conçut de l'envie, et craignant que, par la faveur de la reine, ils n'eussent part au royaume, il envoya dire secrètement à son frère Clotaire, le roi de Soissons, « Notre mère retient auprès d'elle les fils de notre frère, et veut leur donner le royaume paternel. Il est nécessaire que tu viennes promptement à Paris, et que nous délibérions ensemble sur ce que nous devons faire d'eux. Seront-ils rasés et réduits à la condition commune, ou faudra-t-il les tuer et partager également entre nous le royaume de notre frère ?» Clotaire, comblé de joie par ces paroles, vint à Paris. Childebert avait déjà répandu dans le peuple que les 2 rois se réunissaient afin d'élever au trône ces jeunes enfants. Les 2 rois firent donc dire à la reine, qui habitait alors la même ville, « Envoie-nous les enfants pour que nous les élevions au trône. » Clotilde, remplie de joie, et ignorant leur artifice, fit boire et manger les enfants, et les envoya en leur disant « Je croirais n'avoir pas perdu mon fils si je vous vois lui succéder dans son royaume. » Les jeunes princes furent arrêtés aussitôt, éloignés de leurs serviteurs et de leurs gouverneurs, et l'on garda séparément les serviteurs d'un côté et les enfants de l'autre. Alors Childebert et Clotaire envoyèrent à la reine leur confident Arcadius, l'un des sénateurs arvernes, avec des ciseaux et une épée nue. Quand il fut près de Clotilde, il lui montra ce qu'il portait et lui dit « Très glorieuse reine, tes fils, nos maîtres, désirent connaître ta volonté à l'égard de ces enfants. Veux-tu qu'ils vivent avec les cheveux coupés ou qu'ils soient égorgés ?» Clotilde, épouvantée par ce message et transportée d'indignation, surtout lorsqu'elle vit l'épée nue et les ciseaux,
répondit au hasard, dans la douleur qui l'accablait et sans savoir ce qu'elle allait dire, « J'aime mieux, s'ils ne sont pas élevés au trône, les savoir morts que tondus. » Mais Arcadius, s'inquiétant peu de son désespoir et de ce qu'elle pourrait décider avec plus de réflexion par la suite, revint promptement dire aux deux rois « Achevez votre ouvrage, car la reine, favorable à vos projets, veut que vous les accomplissiez. » Aussitôt, Clotaire prend le plus âgé par le bras, le jette contre terre et le tue impitoyablement en lui enfonçant un couteau dans l'aisselle. Au cri poussé par cet enfant, son frère se jette aux pieds de Childebert, et, prenant ses genoux, il lui dit en pleurant « Secours-moi, mon bon père, que je ne périsse pas comme mon frère !» Childebert, le visage couvert de larmes, dit à Clotaire « Mon cher frère, je te demande grâce pour sa vie, je te donnerai tout ce que tu voudras pour prix de son âme, je t'en prie, ne le tue pas. » Alors Clotaire, d'un air furieux et menaçant, « Ou repousse-le, s'écria-t-il, ou tu vas mourir à sa place. Toi, l'instigateur de toute cette affaire, es-tu donc si prompt à manquer de foi ?» À ces mots, Childebert repoussa l'enfant vers Clotaire, qui le prit, lui enfonça comme à son frère un couteau dans le côté et le tua. Ils firent périr ensuite les esclaves et les gouverneurs de ses enfants. Après ces meurtres, Clotaire monta à cheval et s'éloigna, s'inquiétant peu de la mort de ses neveux. Childebert se retira dans les faubourgs de la ville. La reine Clotilde fit placer les corps des deux enfants dans un cercueil et les suivit avec un grand appareil de chant et un deuil immense jusqu'à la basilique de Saint-Pierre, aujourd'hui Sainte-Geneviève, où elle les fit enterrer ensemble. L'un avait 10 ans et l'autre 7. Le troisième, nommé Clodoald, ne put être pris et fut sauvé par des hommes courageux. Celui-ci, méprisant un royaume terrestre, se consacra au Seigneur, se coupa lui-même les cheveux et se fit clerc. Il se voua tout entier aux bonnes œuvres et mourut prêtre. Les deux rois partagèrent par égale portion le royaume de Clodomir. L'histoire des peuples et des siècles les plus barbares n'offre à coup sûr, dans une même famille, aucun exemple d'une usurpation plus perfidement et plus atrocement exécutée. Le père des deux jeunes princes ainsi détrônés et égorgés par leurs oncles, le roi Clodomir, s'était montré durant son règne presque aussi indifférent et cruel. En 523, dans une guerre que, de concert avec ses frères Childebert et Clotaire, il avait faite à Sigismond, roi de Bourgogne, il avait fait prisonnier ce roi, sa femme et ses fils, et les tenait enfermés à Orléans. La guerre recommença avec les Bourguignons l'année suivante. Clodomir résolut, dit Grégoire de Tours, de faire mourir Sigismond. Le bienheureux Avit, abbé de Saint-Mesmin de Missy, prêtre fameux dans ce temps-là, lui dit à cette occasion « Si, tournant tes regards vers Dieu, tu changes de dessein, et si tu ne souffres pas qu'on tue ces gens-là, Dieu sera avec toi et tu obtiendras la victoire. Mais si tu les tues, tu seras livré toi-même aux mains de tes ennemis et tu subiras leur sort. Il arrivera à toi, à ta femme et à tes fils, ce que tu auras fait à Sigismond, à sa femme et à ses enfants. » Mais Clodomir, sans tenir compte de cet avis, « Ce serait, dit-il, une grande sottise de laisser un ennemi chez moi quand je marche contre un autre. Pendant que les uns m'attaqueraient par derrière et l'autre de front, je me trouverai jeté entre deux armées. La victoire sera plus sûre et plus facile si je sépare l'un de l'autre. Le premier, une fois mort, il sera aisé de se défaire aussi du second. » Il fit donc mourir Sigismond avec sa femme et ses fils, ordonna de les jeter dans un puits du village de Coulmiers, dépendant du territoire d'Orléans, et partit pour la Bourgogne. Après un premier succès, Clodomir tomba dans un piège au milieu de ses ennemis qui lui coupèrent la tête, la fixèrent au bout d'une pique et les levèrent en l'air. La victoire resta cependant aux Francs, mais un an à peine écoulé, la reine Guntuc, veuve de Clodomir, était devenue la femme de son frère Clotaire, et ses deux fils aînés, Théobald et Gonthaire, étaient tombés sous le couteau de leur oncle. Même dans les temps les plus grossiers et les plus durs, l'âme humaine ne perd jamais complètement ses instincts de justice et d'humanité. Les évêques et les prêtres n'étaient pas seuls à se récrier contre tant d'atrocités. Les barbares eux-mêmes n'en restaient pas toujours spectateurs indifférents,
et les chefs s'en armaient quelquefois pour exciter la colère et l'ardeur guerrière de leurs compagnons. Vers l'an 528, le fils aîné de Clovis, Théodoric, roi de Metz, voulait faire sur la rive droite du Rhin une grande campagne contre les Thuringiens, ses voisins. Il convoqua les Francs. « Rappelez-vous, leur dit-il, que jadis les Thuringiens se sont rués violemment sur nos parents et leur ont fait beaucoup de mal. Nos pères, vous le savez, leur donnèrent des otages pour obtenir la paix, mais les Thuringiens firent périr ces otages par divers genres de morts, et se précipitant encore sur nos parents, ils leur enlevèrent tout ce qu'ils avaient. Après avoir pendu par les nerfs de la cuisse des enfants aux branches d'arbres, ils firent périr d'une mort cruelle plus de 200 jeunes filles, en les attachant par les bras aux cous de chevaux qui, forcés à coups d'aiguillons acérés de tirer chacun d'un côté différent, déchiraient ces malheureuses en morceaux. Ils en étendirent d'autres sur les ornières des chemins, les clouèrent en terre avec des pieux, firent passer sur elles des chariots chargés, et les livrèrent ainsi, les os brisés, en pâture aux oiseaux et aux chiens. Aujourd'hui même, Herman Froid manque à ce qu'il m'a promis et refuse absolument de remplir ses engagements. Le bon droit est pour nous, marchons contre eux avec l'aide de Dieu. » Alors, les Francs, indignés de tant d'atrocités, demandèrent tous ensemble et d'une commune voix à marcher en Thuringe. La victoire les en rendit maîtres et ils réduisirent ce pays dans leur domination. Pendant que les rois francs étaient encore là, Théodoric voulut tuer son frère Clotaire. Ayant aposté des hommes armés, il le fit venir comme pour traiter secrètement de quelque affaire. Puis, ayant disposé dans une partie de sa maison une tente d'un mur à l'autre, il plaça ses hommes armés derrière. Mais comme la tente était trop courte, elle laissait voir leurs pieds. Et Clotaire, ayant eu connaissance du piège, entra dans la maison en armes et bien accompagné. Théodoric comprit alors qu'il était découvert, inventa une fable et parla de choses et d'autres. Enfin, ne sachant comment faire oublier sa trahison, il fit présent à Clotaire d'un grand plat en argent. Clotaire lui dit adieu, le remercia et s'en retourna chez lui. Mais Théodoric se plaignit aussitôt aux siens d'avoir sacrifié sans utilité son plat d'argent, et il dit à son fils Théodebert : « Va trouver ton oncle et prie-le de consentir à te céder le présent que je lui ai fait. » Théodebert y alla et obtint ce qu'il demandait. Théodoric excellait dans ces sortes de ruses. Ces rois mérovingiens étaient aussi avides et aussi licencieux que cruels. Non seulement le pillage était presque toujours pour eux le but et le résultat de la guerre, ils pillaient au sein de la paix dans leurs propres États, tantôt selon les pratiques romaines, par l'aggravation des impôts et les manœuvres du fisc, tantôt selon les mœurs barbares, par de brusques coups de main dans les lieux et chez les personnes qu'ils savaient riches. Il leur arrivait souvent de piller une église dont l'évêque les avait irrités par ses remontrances, soit pour enrichir leur trésor personnel, soit pour offrir peu après des dons à une autre église dont ils recherchaient la faveur. Quand quelques grandes circonstances de famille se présentaient, ils se complaisaient dans une grossière magnificence à laquelle ils pourvoyaient aux dépens des populations de leur domaine ou des grands officiers de leur cour, qui ne manquaient pas de se dédommager, grâce au désordre public, des sacrifices qui leur étaient imposés. À la fin du VIe siècle, le roi de Neustrie, Chilperic, avait promis sa fille Rigonte en mariage au prince Récarède, fils de Leovigilde, roi des Wisigoths d'Espagne. Une grande députation de Goths vint chercher à Paris la princesse franque. Le roi Chilperic ordonna de prendre plusieurs familles dans les domaines du fisc et de les placer sur des chariots. Comme un grand nombre pleurait et ne voulait pas partir, il les fit retenir en prison pour pouvoir plus facilement les forcer de partir avec sa fille. On dit que plusieurs, dans leur désespoir, mirent fin à leur vie par la corde, craignant d'être enlevés à leurs parents. En effet, on séparait le fils du père, la mère de la fille, tous partaient avec de profonds gémissements et des malédictions, et dans Paris régnait une désolation comparable à celle de l'Égypte. Plusieurs même, d'une meilleure naissance, contraints de partir, firent des testaments où ils abandonnaient leurs biens aux églises, et ils demandèrent qu'aussitôt que la jeune fille serait entrée en Espagne, on ouvrit leur testament comme s'ils étaient déjà dans le tombeau. Quand le roi Chilperic remit sa fille aux ambassadeurs des Goths, il leur donna de grands trésors.
La mère, la reine Frédégonde, y ajouta une si grande quantité d'or, d'argent et de vêtements précieux que le roi, à cette vue, pensa qu'il ne lui restait plus rien. La reine, s'apercevant de son émotion, se tourna vers les Francs et leur dit « Ne croyez pas, guerriers, qu'il y ait là rien des trésors des rois précédents. Tout ce que vous voyez est pris dans mes propres biens, parce que mon très glorieux roi m'a fait beaucoup de largesse. J'y ai ajouté des fruits de mon travail personnel, et une grande partie provient des revenus que j'ai tirés, soit en nature, soit en argent, des maisons qui m'ont été concédées. Vous-même, vous m'avez enrichi de vos présents, et vous en voyez là une partie, mais il ne s'y trouve rien qui vienne des trésors publics. » Le roi, abusé, crut à ces paroles. Telle était la multitude des objets en or et en argent et autres choses précieuses, que 50 chariots en étaient chargés. Les Francs, de leur côté, offrirent beaucoup de présents. Les uns donnèrent de l'or, d'autres de l'argent, quelques-uns des chevaux, la plupart des vêtements. Enfin, la jeune fille fit ses adieux, après bien des larmes et des baisers. Comme elle franchissait la porte, un essieu de sa voiture se brisa, et tous crièrent « Malheur !», ce qui fut interprété par quelques-uns comme un présage. Elle s'éloigna de Paris, et à 8 milles de cette ville, elle fit dresser ses tentes. Dans la nuit, 50 hommes se levèrent, et ayant pris 100 des meilleurs chevaux, autant de freins d'or et 2 grands plats d'argent, ils s'enfuirent et se retirèrent auprès du roi Childebert. Pendant toute la route, quiconque pouvait s'échapper s'enfuyait avec tout ce qu'il avait pu ravir. On exigea aussi de toutes les villes que traversait le cortège de grands préparatifs pour subvenir à sa dépense, car le roi défendit que le fils qui contribua en rien. Tous les frais étaient supportés par les pauvres, imposés extraordinairement. Après les magnificences tyranniques survenaient les douleurs imprévues, et après les violences, les remords. Le plus jeune fils du roi Chilperic, nommé Dagobert, tomba malade. Il était un peu mieux quand son frère aîné, Chlodebert, fut attaqué du même mal. Sa mère Frédégonde, le voyant en danger de mort, et saisie d'un repentir tardif, dit au roi « Longtemps la miséricorde divine a supporté nos mauvaises actions. Elle nous a avertis par des fièvres et d'autres maux, et nous ne nous sommes point amendés. Maintenant nous perdons nos fils, maintenant les larmes des pauvres, les lamentations des veuves, les soupirs des orphelins les font périr, et ne nous laissent plus de l'espoir d'amasser pour personne. Nous thésaurisons sans savoir pour qui. Nos trésors tout remplis de rapines et de malédictions vont demeurer sans possesseur. Nos celliers ne regorgent-ils pas de vin, nos greniers de froment, nos coffres n'étaient-ils pas combles d'or, d'argent, de pierres précieuses, de colliers et d'autres ornements impériaux? Et ce que nous avions de plus beau, nous le donnons. Eh bien, si tu veux, viens, brûlons tous ces registres iniques, que notre fils se contente de ce qui suffisait à ton père, le roi Clotaire. » Ayant ainsi parlé, et se frappant la poitrine, la reine fit apporter les rôles que Marc lui avait apportés de chacune des cités qui lui appartenaient. Elle les jeta au feu, et se retournant vers le roi, « Quoi, tu hésites? Fais comme moi. Si nous perdons nos chers enfants, du moins échappons à la peine éternelle. » Alors le roi, pénétré de componction, livra au feu tous les registres, et après qu'ils furent brûlés, il envoya des gens pour empêcher la levée de ses impôts. Ensuite leur plus jeune enfant mourut, consumé de langueur. Accablés de douleur, ils l'amenèrent de leur maison de Braine à Paris, et le firent ensevelir dans la basilique de Saint-Denis. Quant à Chlodobert, ils le placèrent sur un brancard, le portèrent à la basilique de Saint-Médard de Soissons, et l'exposant devant le tombeau du saint, ils firent des vœux pour sa santé. Mais au milieu de la nuit, affaibli et épuisé, il rendit l'âme. Ils l'ensevelirent dans la basilique des Saints-Martyrs, Crépin et Crépiniens. Puis le roi Chilperic fit de grandes largesses aux églises, aux monastères et aux pauvres. Je doute que la douleur maternelle de Frédégonde fut aussi pieuse et aussi sévèrement morale que la peinte Grégoire de Tours. Mais elle était à coup sûr ardemment sincère. L'imprévoyance dans les actions et la violence dans les passions sont les caractères des mœurs barbares. L'intérêt ou l'impression du moment y dominent et font oublier toute loi morale comme tout sage calcul. Ce double caractère se retrouve
dans l'extrême licence de la vie privée des rois mérovingiens. En devenant chrétiens, non seulement ils ne s'imposèrent aucune des règles chrétiennes dans les relations conjugales, mais la plupart d'entre eux ne renoncèrent point à la polygamie, et tout en la réprouvant, plus d'un saint évêque fut obligé de la tolérer. Le roi Clotaire Ier avait pour épouse Ingonde, et l'aimait uniquement. Lorsqu'elle lui fit cette demande, « Monseigneur a fait de sa servante ce qu'il a voulu. Maintenant, pour mettre le comble à ses faveurs, que Monseigneur roi daigne écouter ce que sa servante lui demande. Je vous prie de vouloir bien chercher pour ma sœur Arégonde, votre esclave, un homme capable et riche, de telle sorte que j'en sois plutôt élevé qu'abaissé, et que je puisse vous servir encore plus fidèlement. » À ces mots, Clotaire, d'un naturel déjà trop enclin à la volupté, se prit d'amour pour Arégonde, se rendit dans la villa où elle résidait, et se l'attacha en mariage. Quand elle fut unie à lui, il retourna près d'Ingonde et lui dit « J'ai travaillé à te procurer cette faveur que tu m'as si doucement demandée, et en cherchant un homme riche et sage qui méritât d'être uni à ta sœur, je n'ai trouvé rien de mieux que moi-même. Sache donc que je l'ai prise pour épouse. Je ne crois pas que cela te déplaise. » « Ce qui paraît bon aux yeux de mon maître, qu'il le fasse, » répondit Ingonde. « Seulement que ta servante vive toujours dans la grâce du roi. » Clotaire Ier, comme on l'a déjà vu, eut 4 fils. Le premier, Charibert, roi de Paris, avait pour femme Ingoberge, qui avait à son service 2 jeunes personnes, filles d'un pauvre artisan, l'une nommée Marcoviève, portant l'habit religieux, l'autre s'appelait Méroslède. Le roi les aimait extrêmement. Elles étaient filles, comme nous l'avons dit, d'un ouvrier en laine. Ingoberge, jalouse de l'affection que leur portait le roi, fit travailler le père dans son intérieur, espérant que le roi, en le voyant dans cette condition, prendrait ses filles en dégoût, et tandis que cet homme était à l'ouvrage, elle fit appeler le roi. Charibert, imaginant qu'il allait voir quelque chose de nouveau, vit de loin l'ouvrier travaillant sur les laines du palais. Il délaissa Ingoberge et prit pour femme Méroflède. Il eut aussi pour femme une autre jeune fille nommée Teudéchilde, dont le père était berger, c'est-à-dire gardeur de brebis, et il en eut, dit-on, un fils qui, au sortir du sein de sa mère, fut porté de suite au tombeau. Charibert épousa ensuite Marcoviève, sœur de Méroflède. Pour ce motif, ils furent tous deux excommuniés par l'évêque de Paris, Saint-Germain. Le 4e fils de Clotaire Ier, Chilperic, roi de Soissons, quoiqu'il eût déjà plusieurs femmes, dit Grégoire de Tours, demanda en mariage Galsuinte, fille aînée du roi d'Espagne, Athanagilde. Arrivée à Soissons, elle lui fut unie en mariage. Elle en recevait même de grandes marques d'amour, car elle avait apporté avec elle de grands trésors. Mais l'amour de Frédégonde, une des premières femmes de Chilperic, occasionna entre eux de violents débats. Comme Galsuinte se plaignait au roi d'être continuellement outragé et de ne pas partager avec lui la dignité de son rang, elle lui demanda, pour prix des trésors qu'elle avait apportés et qu'elle lui abandonnés, de la renvoyer libre dans son pays. Chilperic, dissimulant par artifice, l'apaisa avec des paroles caressantes. Puis il la fit étrangler par un esclave, et on la trouva morte dans son lit. Quand il eut pleuré sa mort, il épousa Frédégonde, après un intervalle de peu de jours. Au milieu de telles passions et de telles mœurs, la trahison, le meurtre, le poison étaient les procédés familiers de l'ambition, de l'avidité, de la haine, de la vengeance, de la peur. 8 des rois ou des héritiers royaux mérovingiens moururent brutalement égorgés ou sournoisement assassinés. Je ne parle pas des innombrables crimes de ce genre commis autour d'eux et restés impunis, sauf par des crimes pareils. Justice est due cependant au plus mauvais temps et au plus mauvais gouvernement. Tout en partageant plusieurs des vices de leur siècle et de leur race, surtout l'extrême licence des mœurs, 3 des successeurs de Clovis, Théodebert, roi d'Austrasie de l'an 534 à 548, Gontran, roi de Bourgogne de 561 à 593, et Dagobert Ier, qui réunit sous son pouvoir toute la monarchie franque de 622 à 658,
furent moins violents, moins cruels, moins iniques et moins grossièrement ignorants ou aveugles que la plupart des rois mérovingiens. Théodebert, dit Grégoire de Tours, affermi dans son royaume, se montra plein de grandeur et de bonté. Il gouverna avec justice, honorant les évêques, faisant du bien aux églises, secourant les pauvres et distribuant à beaucoup de monde de nombreux bienfaits d'une main très charitable et très libérale. Il remit généreusement aux églises d'Auvergne tout le tribut qu'elles payaient à son fisc. Le roi de Bourgogne, Gontran, malgré beaucoup d'actes choquants et inconséquents, tantôt de violence, tantôt de faiblesse, manifesta dans un règne de 33 ans un penchant vers la modération et la paix, en contraste avec les prétentions sans mesure et les emportements déréglés des autres rois France et contemporains, notamment du roi Chilperic, son frère. Le traité que Gontran conclut le 28 novembre 587 à Andelot, près de Langres, avec son jeune neveu Childebert, roi de Metz, et la reine Brunehaut, sa mère, contient des dispositions ou, pour parler plus exactement, des paroles où respire un désir sincère, quoique timide, de rendre justice à tous, de faire cesser les querelles et les spoliations vindicatives ou rétroactives qui troublaient incessamment la société gallo-franque, et de fonder la paix entre les deux rois sur leur respect mutuel des droits de leurs fidèles. Il est établi, dit ce traité, que tout ce que les rois ont donné aux églises ou à leurs fidèles, ou ce qu'avec l'aide de Dieu ils voudront encore leur donner légitimement, sera irrévocablement acquis, comme aussi que nul des fidèles, dans l'un et l'autre royaume, n'aura à souffrir de préjudice pour tout ce qui lui appartient, soit par la loi, soit en vertu d'un jugement, mais qu'il lui sera permis de reprendre et de posséder les choses à lui dues. Et comme les susdits rois se sont liés, au nom de Dieu, d'une affection pure et sincère, il a été convenu qu'en aucun temps le passage dans l'un des deux royaumes ne serait refusé aux leudes, c'est-à-dire aux fidèles, de l'autre royaume, qui voudront le parcourir pour affaires publiques ou particulières. Il est également convenu qu'aucun des deux rois ne sollicitera les leudes de l'autre et ne les recevra s'ils se présentent à lui. Si, par hasard, quelqu'un de ces leudes croit devoir, par suite de quelque faute, se retirer chez l'autre roi, il sera excusé suivant la nature de sa faute et rendu. Il a plu aussi d'ajouter au présent traité que si quelqu'une des parties vient à le transgresser, sous quelque prétexte et en quelque temps que ce soit, elle en perdra tous les avantages, tant actuels que promis, lesquels profiteront à celle qui aura fidèlement observé les susdites conventions, laquelle sera en tout point relevée des obligations de son serment. On peut douter qu'entre Gontran et Childebert, les promesses de ce traité aient toujours été scrupuleusement accomplies, mais elles portent un caractère d'intention sérieuse et sincère, étranger aux relations habituelles des autres rois mérovingiens. Je viens de nommer pour la première fois deux femmes, deux reines, Frédégonde et Brunehaut, qui, à l'époque mérovingienne, ont joué un grand rôle dans notre histoire. Elles étaient d'origine et de conditions très diverses, et après des destinées longtemps analogues, leur fin fut très différente. Fille de pauvres paysans des environs de Montdidier en Picardie, Frédégonde entra jeune parmi les suivantes de la reine Audouvert, première femme du roi Chilperic. Elle était belle, adroite, ambitieuse, hardie. Elle attira les regards et bientôt la passion du roi. Elle poursuivit avec une ardeur sans scrupule sa fortune inespérée. La reine Audouvert était son premier obstacle et fut sa première victime. Sous prétexte d'une parenté spirituelle qui rendait illégal son mariage avec Chilperic, elle fut répudiée et reléguée dans un monastère. Le jour de Frédégonde n'était pas encore venu. Chilperic épousa Galsuinte, fille du roi wisigothe Athanagilde, dont la fille cadette, Brunehaut, venait d'épouser le frère de Chilperic, Sigebert, roi d'Austrasie. J'ai déjà dit que bientôt Galsuinte fut trouvée étranglée dans son lit et que Chilperic épousa Frédégonde. Une haine acharnée s'alluma dès lors entre elle et Brunehaut qui avait à venger sa sœur. Une guerre sans cesse renaissante s'ensuivit entre les rois d'Austrasie et de Neustrie. Sigebert battit Chilperic, mais en 575, au milieu de sa victoire,
il fut soudain assassiné dans sa tente par 2 émissaires de Frédégonde. Son armée se débanda et sa veuve Brunehaut tomba au pouvoir de Chilperic. Le droit d'asile de la cathédrale de Paris lui sauva la vie. Elle fut envoyée à Rouen. Là se trouvait en ce moment, chargé d'une mission de son père, Mérové, fils de Chilperic et de la reine répudiée, Audover. Il vit Brunehaut belle, attrayante et malheureuse. Il en devint épris et l'épousa secrètement. L'évêque de Rouen prétexta, eut l'imprudent courage de consacrer leur union. Frédégonde saisit avidement cette occasion de poursuivre sa rivale et de perdre son beau-fils, héritier du trône de Chilperic. Les Austrasiens, qui avaient gardé l'enfant Childebert, fils de leur roi assassiné, réclamèrent avec menace leur reine Brunehaut. Elle leur fut rendue, mais Frédégonde ne lâcha pas son autre proie, Mérové. D'abord prisonnier, puis tonsuré et enfermé dans un monastère, puis fugitif et poussé sous main à tenter un soulèvement contre son père, il fut si épouvanté de son péril qu'il se fit frapper à mort par un serviteur fidèle pour ne pas tomber aux mains de son ennemi. Un autre fils, Clovis, restait à Chilperic, issu comme Mérové de la reine Audover. Accusé d'avoir par des maléfices amené la mort des 3 enfants que perdit à cette époque Frédégonde, Clovis fut à son tour emprisonné et bientôt poignardé. Sa mère Audover fut étranglée dans son couvent. Frédégonde cherchait, dans des morts utiles à ses enfants, quelque atroce consolation à ses douleurs de mère. C'était encore trop peu de crimes. En 584, le roi Chilperic, revenant de la chasse et descendant de cheval, fut frappé de 2 coups mortels par un homme qui s'enfuit rapidement, et un cri retentit tout alentour. « Trahison ! Ce sont là les coups de l'Austrasien Childebert contre notre seigneur roi. » Le soin de faire pousser un tel cri en révélait la fausseté. C'était un coup de Frédégonde elle-même, inquiète que Chilperic ne découvrît les relations coupables qu'elle entretenait avec un officier de sa maison, Landry, qui devint plus tard maire du palais de Neustrie. Chilperic laissait un fils âgé de quelques mois, Clotaire, dont sa mère Frédégonde devint la tutrice souveraine. Elle employa, tantôt à le défendre contre ses ennemis, tantôt à le compromettre par ses complots, ses haines et ses attentats, les 13 dernières années de sa vie. Vrai type d'une femme de nature forte, rusée et perverse dans un temps barbare, partie de bas et montée très haut sans que son âme s'élevât avec son rang, audacieuse et perfide, habile tour à tour dans le mensonge et dans l'effronterie, atroce par calcul ou par vengeance, adonnée à tous les genres de passions et ne se refusant pour les satisfaire aucun genre de crime. Pourtant, elle mourut tranquillement, à Paris, en 597 ou 598, puissante et redoutée, et laissant sur le trône de Neustrie son fils, Clotaire II, qui devait 15 ans plus tard devenir seul roi de tous les États francs. Brunehaut n'avait eu besoin d'aucun crime pour devenir reine, et malgré ce qu'elle commit, malgré les emportements et les désordres moraux de sa longue vie, elle porta dans la passion et dans le pouvoir un caractère de franchise courageuse et de grandeur intellectuelle qui la place bien au-dessus de sa sauvage rivale. Frédégonde était une parvenue de race et de mœurs barbares, étrangère à toute autre idée et à tout autre dessein qu'à ses intérêts et à ses succès personnels. Elle fut brutalement égoïste dans ses passions naturelles comme dans l'exercice d'un pouvoir conquis et maintenu à force d'artifices et d'attentats. Brunehaut était une princesse de cette race des rois goths qui, dans la Gaule méridionale et l'Espagne, avaient compris et admiré la civilisation romaine et s'étaient appliqués à en faire passer les débris dans le nouvel édifice de leurs États. Transplantée chez les Francs d'Austrasie, les moins romains des barbares, elle y conserva les idées et les goûts des Wisigoths d'Espagne, devenus presque des Gallo-romains. Elle tenait fortement à l'exercice efficace de l'autorité royale. Elle portait un sérieux intérêt aux travaux publics, aux routes, aux ponts, aux monuments, au progrès de la civilisation matérielle. Les voies romaines prirent bientôt et gardèrent longtemps en Austrasie le nom de chaussée de Brunehaut. On montrait dans une forêt près de Bourges un château de Brunehaut, une tour de Brunehaut à Étampes, la pierre de Brunehaut près de Tournai,
le fort de Brunehaut près de Cahors. Et dans les domaines royaux et partout où elle allait, elle faisait aux pauvres d'abondantes charités. Et bien des siècles après sa mort, le peuple de ces contrées parlait encore de l'aumône de Brunehaut. Elle aimait et protégeait les lettrés, rares et médiocres alors, mais seuls préoccupés de rechercher et de donner quelques jouissances intellectuelles, et à leur tour, ils se plaisaient à célébrer son nom et ses mérites. Le plus renommé de tous dans ce siècle, Fortunat, évêque de Poitiers, dédia presque toutes ses petites poésies à deux reines, l'une Brunehaut, plongée dans les luttes et les plaisirs du monde, l'autre Sainte Radegonde, jadis femme de Clotaire Ier, et qui s'était hâtée de fuir le trône pour aller s'enfermer à Poitiers dans le monastère qu'elle y avait fondé. En revanche, Brunehaut était détesté de la plupart des chefs austrasiens, de ces leudes, propriétaires et guerriers dont elle combattait sans cesse la forte et turbulente indépendance. Elle soutenait contre eux, avec un courage indomptable, les officiers royaux, les serviteurs du palais, ses agents et souvent ses favoris. L'un de ceux-ci, Lupus, romain d'origine, duc de Champagne, était continuellement insulté et pillé par ses ennemis, surtout par Ursion Bedfrid. Enfin, ceux-ci, étant convenus de le tuer, marchèrent contre lui avec une armée. À cette vue, la reine Brunehaut, compatissant aux maux d'un de ses fidèles persécutés injustement, s'arma d'un courage viril et se jeta parmi les bataillons ennemis en s'écriant « Arrêtez, guerriers! Gardez-vous de cette méchante action, ne poursuivez pas un innocent, ne livrez pas à cause d'un seul homme un combat qui désolera le pays. »« Retire-toi, femme, lui dit Ursion, qu'il te suffise d'avoir régné sous ton mari. Maintenant c'est ton fils qui règne et son royaume est sous notre protection, non pas sous la tienne. Retire-toi si tu ne veux pas que les pieds de nos chevaux t'écrasent comme la poussière du sol. » Après que la querelle eut duré longtemps sur ce ton, la reine, par son adresse, obtint enfin que le combat n'eût pas lieu. Ce ne fut là, pour Brunehaut, qu'un succès momentané, et les dernières paroles du chef Ursion contenaient un triste présage du sort qui l'attendait. Enivrée de pouvoir, d'orgueil, de haine et de vengeance, elle entra plus violemment de jour en lutte, non seulement avec les chefs laïcs austrasiens, mais avec quelques-uns des principaux évêques d'Austrasie et de Bourgogne, entre autres avec saint Didier, évêque de Vienne, qui, à son instigation, fut brutalement assassiné, et avec le grand missionnaire irlandais, saint Colomban, qui se refusa à sanctionner par ses bénédictions les fruits des désordres de la famille royale. En 614, après 39 ans de guerre et de complots, de meurtres, de vicissitudes politiques et personnelles, depuis la mort de son mari, Sigebert Ier, et sous les règnes de son fils Théodebert et de ses petits-fils Théodebert II et Thierry II, la reine Brunehaut, âgée de 80 ans, tomba au pouvoir de son mortel ennemi, Clotaire II, le fils de Frédégonde, devenu seul roi des Francs. Après l'avoir grossièrement insultée, il la fit promener devant toute l'armée, assise sur un chameau, et ordonna ensuite qu'elle fût attachée par les cheveux, un pied et un bras à la queue d'un cheval indompté, qui l'emporta et la mit en pièces dans sa course et par ses ruades sous les yeux des féroces spectateurs. Après le supplice de Brunehaut et la mort de Clotaire II, l'histoire des Francs devient un peu moins sombre et moins sanglante. Non que les meurtres et les grands désordres royaux ou populaires disparaissent tout à fait. Le successeur de Clotaire II, le petit-fils de Chilperic et de Frédégonde, le roi Dagobert Ier, ne se fit faute quand un intérêt pressant l'y portait de commettre un acte inique et barbare. Après avoir consenti à laisser à son frère cadet, Charibert, le royaume d'Aquitaine, il le reprit violemment en 631, à la mort de Charibert, en se saisissant de ses trésors et en faisant ou laissant égorger son jeune neveu Chilperic, héritier légitime de son père. Vers la même époque, Dagobert avait fait donner asile chez les Bavarois, ses sujets d'outre-Rhin, à 9000 Bulgares chassés avec leurs femmes et leurs enfants de la Pannonie. Ne sachant ensuite où placer ni comment nourrir ces réfugiés, il donna ordre de les massacrer tous en une nuit, et à peine 700 d'entre eux réussirent à s'enfuir. Les mœurs privées de Dagobert n'étaient pas plus scrupuleuses que ses actes publics.
adonné à la luxure comme le roi Salomon, dit son historien Frédéguerre, il avait 3 reines et une multitude de concubines. Épris du luxe et de la pompe, il se plaisait à imiter les magnificences de la cour impériale de Constantinople, et tantôt il s'emparait pour y suffire des biens de quelques-uns de ses leudes ou de quelques églises, tantôt il donnait à son église favorite, l'abbaye de Saint-Denis, tant de pierreries, d'objets précieux et de domaines en divers lieux, que tout le monde, dit Frédéguerre, en était dans l'admiration. Mais, en dépit de ses excès et de ses scandales, Dagobert fut le roi le plus sagement actif, le moins cruel dans ses passions, le plus prudent dans ses entreprises, le plus capable d'un gouvernement un peu régulier et efficace qu'ait fourni, depuis Clovis, la race mérovingienne. Il eut, en montant sur le trône, cet immense avantage que les 3 États francs, l'Austrasie, la Neustrie et la Bourgogne, furent réunis sous son pouvoir. À la mort de son frère Charibert, il y ajouta l'Aquitaine. L'unité de la vaste monarchie franque fut ainsi rétablie, et Dagobert la maintint par sa modération au-dedans et au-dehors. Il était brave et faisait au besoin la guerre, mais il ne s'y laissait entraîner ni par ses propres passions, ni par le goût effréné de ses fidèles pour les aventures et les pillages. Il trouvait à cet égard, dans l'histoire de ses prédécesseurs, de salutaires avertissements. C'étaient bien souvent les Francs eux-mêmes, les leudes royaux qui jetaient leur roi dans les guerres civiles ou étrangères. En 530, 2 des fils de Clovis, Childebert et Clotaire, se disposaient à attaquer la Bourgogne et son roi Godomar. Ils demandèrent du secours à leur frère Théodéric, qui refusa de se joindre à eux. Cependant, les Francs qui formaient son parti lui dirent « Si tu refuses d'aller en Bourgogne avec tes frères, nous te quittons, et nous aimons mieux les suivre. » Mais Théodéric, pensant que les Arvernes lui avaient été infidèles, dit aux Francs « Suivez-moi, et je vous conduirai dans un pays où vous prendrez de l'or et de l'argent autant que vous en pouvez désirer, et d'où vous enlèverez des troupeaux, des esclaves, des vêtements en abondance. » Les Francs, séduits par ces paroles, promirent de faire tout ce qu'ils voudraient. Théodéric entra en Auvergne avec son armée, dévasta et ruina la province. En 555, Clotaire Ier avait fait une expédition contre les Saxons. Ils lui demandèrent la paix. Les guerriers francs s'y refusèrent. « Cessez, je vous prie, d'en vouloir à ces hommes, leur dit Clotaire. Ils parlent bien, n'allons pas les attaquer, de peur d'attirer sur nous la colère de Dieu. » Mais les Francs ne l'écoutèrent pas. Les Saxons vinrent encore offrir des vêtements, des troupeaux, même toute leur richesse, en disant « Prenez tout cela avec la moitié de notre pays, laissez-nous seulement nos femmes et nos petits-enfants, mais qu'il n'y ait point de guerre entre nous. » Les Francs rejetèrent encore tout accommodement. « Cessez, je vous en conjure, leur dit le roi Clotaire, nous n'avons pas pour nous le bon droit. Si vous voulez absolument aller à une guerre où vous trouveriez votre perte, pour moi je ne vous suivrai pas. » Alors les Francs, irrités contre le roi Clotaire, se jettent sur lui, déchirent sa tente en l'accablant de reproches, et l'en arrachent de force, décidés à le tuer s'il tardait à marcher avec eux. Clotaire partit avec eux malgré lui, mais quand le combat fut engagé, ils furent taillés en pièces par leurs adversaires, et des 2 côtés il périt tant de monde qu'on n'aurait pu ni évaluer ni compter le nombre des morts. Alors Clotaire, confus, demanda la paix aux Saxons, disant que ce n'était pas de sa volonté qu'il les avait attaqués, et, l'ayant obtenu, il revint dans ses états. Le roi Dagobert ne subit point ce joug de ses leudes, soit par sa propre activité, soit en s'entourant de conseillers sages et influents, tels que Pépin de Landen, maire du palais d'Austrasie, saint Arnoul, évêque de Metz, saint Éloi, évêque de Noyon, saint Ouen, évêque de Rouen. Il s'appliqua et réussit à s'assurer, dans l'exercice de son pouvoir, une assez large mesure d'indépendance et de popularité. Au début de son règne, il fit en Austrasie et en Bourgogne une sorte d'inspection administrative et judiciaire, s'arrêtant dans les principales villes, écoutant les réclamations, réprimant, quelquefois avec une rigueur arbitraire mais approuvée du peuple, les violences et les désordres des grands. À Langres, à Dijon, à Saint-Jean-de-Losne, à Chalon-sur-Saône, à Auxerre, à Autun, à Sens, il rendit la justice, dit Frédéguerre, aux pauvres comme aux riches, sans aucun frais, sans exception des personnes, dormant peu, mangeant sobrement,
attentif à faire en sorte que tous se retirassent de sa présence, pleins de joie et d'admiration. Il ne se borna pas à cette pratique familière de l'autorité royale. Quelques-uns de ses prédécesseurs, entre autres Childebert Ier, Clotaire Ier et Clotaire II, avaient fait faire en latin et par des clercs des rédactions plus ou moins complètes des lois ou coutumes traditionnelles de quelques-uns des peuples germaniques établis sur le sol romain, notamment des lois des Francs saliens et des Francs ripuaires. Dagobert fit continuer ses premiers travaux législatifs des nouvelles nations naissantes. Ce fut à ce qu'il paraît sous son règne que furent rédigées les lois des Allemands et des Bavarois. Il avait aussi quelque goût des arts et la pieuse habileté de saint Éloi et de saint Ouen pour l'orfèvrerie, la sculpture appliquée aux services religieux ou à la décoration des églises, reçut de lui l'appui de la faveur et de la munificence royale. Dagobert ne fut ni un grand guerrier, ni un grand législateur, et rien n'autorise à reconnaître en lui un grand esprit ou un grand caractère. Sa vie privée fut scandaleuse, et des exactions en attristèrent la fin. Pourtant, son autorité se maintint dans ses états, sa réputation s'étendit au loin, et le nom de grand roi Dagobert lui resta dans la mémoire populaire. À tout prendre, il fut après Clovis le plus distingué des rois francs et le dernier vraiment roi de la race des Mérovingiens. Après lui, de l'an 658 à l'an 752, 12 princes de cette race, un Sigebert, 2 Clovis, 2 Childeric, un Clotaire, 2 Dagobert, un Childebert, un Chilperic, 2 Théodoric ou Thierry, portèrent en Neustrie, en Austrasie, en Bourgogne ou dans les 3 royaumes réunis le nom de roi, sans mériter dans l'histoire aucune autre place que celle de leur nom. De grands événements grondaient autour de l'État franc, et dans le sein même de cet État se formait une nouvelle race de rois plus capables de porter, selon l'esprit et les besoins de leur temps, le fardeau du pouvoir.